Bonjour Sébastien Moreau. Tu es président de l'association Zéro Déchet Touraine. On est bien content de te recevoir en interview pour faire connaître ton association. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment est née ton association, où elle se situe et quel est votre territoire d'action pour Zéro Déchet Touraine? Bien, donc bonjour Clio. L'association Zéro Déchet Touraine a été fondée en janvier 2017. Elle est née de la rencontre de deux groupes de personnes. Un premier groupe de personnes qui m'avaient vu en conférence. J'ai fait plus d'une trentaine de conférences sur le thème du zéro déchet dans le département, où je racontais ma démarche personnelle, la façon dont j'étais venu au zéro déchet. Et à chaque fois que je faisais une conférence, je gardais les adresses mail des personnes intéressées pour en savoir plus. Et donc, ça a constitué une sorte de collectif qu'on a appelé Zéro Déchet 37 pour commencer, à qui j'ai envoyé quelques informations. En parallèle, n'étant pas sur les réseaux sociaux, j'ignorais qu'il y avait en parallèle un groupe Zéro Déchet à Tours qui s'était constitué sur un célèbre réseau social américain. Un soir, certaines personnes de ce groupe sont venues assister à une de mes conférences et ils m'ont dit ce serait chouette que l'on se réunisse et qu'on fonde une association dans le département de l'Indre-et-Loire. Donc c'est comme ça qu'est né Zéro Déchet Touraine, de cette volonté d'unir nos forces et d'agir à l'échelle de l'ensemble du département d'Indre-et-Loire, qui est quand même assez grand. Il y a d'autres groupes zéro déchet Touraine, d'autres groupes zéro déchet en France, mais un certain nombre d'entre eux sont centrés sur des villes. Par exemple, Zéro Déchet Paris, Zéro Déchet Strasbourg et d'autres. Nous, on agit vraiment à l'échelle de tout un département et il n'y a pas beaucoup de groupes zéro déchet qui ont un territoire aussi vaste. On couvre près d'une douzaine de communautés de communes, par exemple. Donc, ça multiplie les interlocuteurs, forcément. Et alors, du coup, pourquoi avoir choisi la thématique du zéro déchet? Donc, si j'ai bien compris, c'est présent dans ta vie au quotidien. Oui, dans ma démarche personnelle, je suis prof de fac et notamment je donnais des cours sur l'écologie appliquée. Et j'avais le sentiment d'être un petit peu en décalage entre ce que je disais et ce que je faisais. Je pouvais très bien faire un cours d'écologie dans l'après-midi et ensuite le soir me ruer au supermarché, acheter du poulet en plastique. Bon. Et j'ai cherché pendant plusieurs mois un moyen d'être un peu plus raccord avec mes convictions, agir concrètement pour l'écologie. J'ai cherché autour de moi. Et il m'a semblé que tout ce qui touchait à l'habitat, j'étais quand même assez limité par mon pouvoir d'achat. Dès qu'il s'agit de rénover un bâtiment, de changer sa source d'énergie ou son fournisseur d'énergie, il faut avoir quand même les moyens. Donc j'ai agi dessus, mais peut-être pas autant que j'aurais voulu. Ensuite, j'ai regardé ce qui relevait des transports. Les transports, on est aussi un peu limité, on est contraint par son lieu de travail et ainsi de suite. Pour les autres actions en matière de protection des espèces, j'ai un petit jardin que j'essaye de mener en bio en laissant des coins de jachère pour les petites bêtes. Mais là aussi, ça n'allait pas très loin. Donc, un jour, j'ai vu cette poubelle un peu dégoûtante qui traînait dans ma cuisine et je me suis dit, là, il y a peut-être un moyen d'agir parce qu'en fait, si on essaie de se passer de poubelle ou de réduire le volume de cette poubelle, en fait, ça va agir un peu comme un anneau gastrique. Ça va t'obliger à réenvisager complètement tout ce qui est en amont de la poubelle pour qu'il y ait le minimum qui passe à travers. Et c'était en 2013-2014. Il y avait Bea Johnson qui avait commencé à écrire un livre que je n'ai pas voulu acheter, que je n'ai même pas voulu consulter, parce que je n'ai pas voulu me faire influencer par sa propre démarche. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus rigolo d'essayer d'inventer mes propres réponses aux questions que j'allais trouver, sur lesquelles j'allais tomber en tout cas. Voilà, et donc j'ai mis en place cette démarche.
j'ai fait ces conférences, et puis il y a tout un ensemble de gens qui se sont retrouvés dans cette expérience. Il y a même des personnes euh, euh, qui ont vu cette conférence, et en sortant de cette conférence, elles ont changé radicalement de vie, même de vie professionnelle. Il y a comme ça une personne qui ensuite a intégré le conseil d'administration de l'association. Elle était ingénieure dans l'industrie. Suite à cette soirée, ben, elle a tout plaqué. Elle a pris un temps pour elle, pour vivre pour elle, selon ses valeurs, se mettre en raccord. Et puis, elle a fini par monter une épicerie vrac mobile qui a permis voilà, de faire découvrir le zéro déchet, même au fin fond de la Touraine. Voilà. Ça, c'est un exemple. Évidemment, je prétends pas avoir, et j'espère ne pas avoir eu un impact aussi radical sur les milliers de gens que j'ai pu rencontrer au cours de ces cycles de conférences. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce truc de se dire, bah, finalement, oui, des déchets, tout le monde en produit. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit urbain, qu'on soit à la campagne, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, les déchets, ils concernent tout le monde, quoi. Et c'est un peu la ligne qu'on s'est fixée chez Zéro Déchet Touraine, c'est pouvoir parler de déchets à tout le monde et de prévention des déchets, plus que de tri, de recyclage, qui est finalement le leitmotiv principal des collectivités, quoi. Elles ont réussi à faire croire à beaucoup de gens que le seul et principal geste citoyen qu'on pouvait faire en matière de déchets, c'était trier ces déchets. Mais non, le tri, c'est coûteux, c'est du temps passé, c'est de l'énergie pour recycler toutes ces matières. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Oui, et d'autant plus que certaines collectivités ne peuvent pas recycler tous les emballages et tous les déchets, hein. Il faut bien Alors, préciser, ça dépend des communes aussi. bien sûr, tout ce que l'on met dans les bacs jaunes ne finira pas forcément au recyclage. Les refus de tri s'élèvent à peu près à 17% des masses que l'on met dans les bacs jaunes, donc c'est pas rien. Et même à l'échelle d'un centre de tri comme celui qu'on a en Indre-et-Loire, près de Tours, c'est même le deuxième flux qui sort du centre de tri. C'est-à-dire, à quoi sert un centre de tri? Eh ben, en premier, c'est à trier, à valoriser des papiers cartons, et en deuxième, c'est renvoyer vers de l'enfouissement ce qui était arrivé à travers la filière des bacs jaunes. Donc, bah, on voit que cette filière, elle est limitée. Avec la crise du Covid et même avant cela, avec la décision unilatérale de la Chine de cesser ses importations de déchets occidentaux, on voit que ça a mis à mal toute cette filière du recyclage. Et puis, elle est coûteuse. Elle nous coûte énormément d'argent. C'est la filière, une des filières les plus subventionnées de France. Si on devait retirer de l'argent à partir des déchets triés et recyclés, ça ne couvrirait qu'à peine 7% du coût réel de nos déchets. Il y a beaucoup de gens aussi s'imaginent que le système est vertueux et fait une boucle financière et que finalement les redevances qu'on paye, ça viendrait juste compléter quelque chose qui gagne de l'argent. Non, c'est faux. C'est quelque chose qui perd de l'argent, massivement de l'argent. Et s'il n'y avait pas cette main à la poche systématiquement demandée aux contribuables avec des taux, j'ai analysé ça, c'est ce que je présente dans ma conférence, des taux d'augmentation hallucinants des taxes et des redevances. Sur 25 ans, sur une période de 25 ans, en France, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères a augmenté de près de 350%. Pour la redevance, c'est plus 550%. Donc, Oui. sur 25 ans. Tu vois. Et imagine qu'on ait augmenté les impôts sur le revenu dans les mêmes conditions. Ça aurait été une révolution totale. Mais là, comme il s'agit de quelques dizaines d'euros par an, allez, 100, 200 euros grand maximum pour une famille nombreuse ou avec, en fonction du système fiscal, si on a une grande maison, eh bien, ça passe. Ça passe. C'est des augmentations qui augmentent systématiquement chaque année, mais ça passe. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a voulu aborder avec la création de l'association, qui a pour objectif de défendre les intérêts des consommateurs, des contribuables, des citoyennes et citoyens. Donc, du coup, ça nous amène à la question suivante. Du coup, quels sont les objectifs et les missions donc, de l'association?
Donc, les objectifs, c'est donc défendre les intérêts de la population. C'est pour cela que Zéro Déchet Touraine n'est pas une association environnementaliste au sens strict du terme, car les associations environnementalistes mettent l'environnement au centre de leurs préoccupations et de leurs actions. Nous sommes plutôt une association à caractère social, à but philanthropique. Ce qui est au centre de nos préoccupations et de nos actions, c'est l'humain. Et évidemment, nous rejoignons le combat à la fois d'associations altermondialistes qui luttent contre la société de consommation. Nous rejoignons le combat d'associations environnementalistes qui cherchent à préserver au maximum l'environnement, le climat, les espèces. Mais notre positionnement, clairement, il est plus centré sur l'humain. Et auprès de ces humains, on essaie de promouvoir une démarche systématique et volontaire de réduction des déchets à la source, qu'on appelle la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Pour nous, le point clé, l'argument central de la démarche, c'est de faire en sorte que la personne évite de ramener chez elle un produit qui pourra générer du déchet à plus ou moins long terme. Voilà. Et c'est toute cette réflexion que l'on essaie de promouvoir. C'est le cœur du sujet, effectivement, d'éviter au maximum d'introduire chez soi ce qui potentiellement va du coup ressortir, mais pas forcément de la bonne manière, puisqu'elle sera peut-être pas forcément compostée ou recyclée, et donc un déchet supplémentaire de créer. Et pour cela, il faut déprogrammer tout un ensemble de comportements qui ont été justement programmés à la fois par les industriels qui ont ce discours du prenez cet objet, il a un emballage, un packaging attrayant, il saura vous rendre service non pas parce qu'il va vous durer très longtemps, mais parce que au jour d'aujourd'hui, il convient très bien à ce que vous avez envie. Et si on n'en a pas envie, ils arrivent à créer le besoin par le biais de la publicité. Et puis, il faut aussi déprogrammer toutes les consignes, ou la majorité des consignes pro-recyclage, qui viseraient en fait à déculpabiliser les gens de ramener chez eux des déchets, qui viseraient à dire c'est pas grave si tu ramènes 3 kilos d'emballage chez toi, du moment que tu tries correctement et tu mets bien ça dans ton petit bac jaune, pas de souci, on gère. Ça, c'est faux aussi. C'est faux. On gère de moins en moins, on gère de plus en plus cher. Donc, on a en fait face à nous je dirais deux pôles. Ce ne sont pas des adversaires parce que Zéro Déchet Touraine et l'ensemble du mouvement Zéro Ouest, Zéro Déchet en France met un point d'honneur à essayer de travailler avec tout le monde. On n'est absolument pas sectaire. Donc, ce ne sont pas des adversaires, les collectivités, les industriels ou les distributeurs. Ce sont des pôles, ce sont des partenaires qui parfois ont des discours qu'il nous faut recadrer, qu'il nous faut recontextualiser auprès du grand public, ne serait-ce que pour dégonfler des mythes et des légendes. Pour rebondir là-dessus, vous en Touraine, est-ce que vous avez déjà mis en place des actions récurrentes pour lutter contre les déchets et arriver progressivement au zéro déchet du coup? Alors effectivement, pour arriver vers le zéro déchet en Touraine, l'association a mis en œuvre tout un ensemble d'actions qui vont s'adresser à différents publics. Par exemple, nous considérons que le premier geste le plus important en fait, qui ouvre la porte du zéro déchet, c'est le compostage. Le compostage ou la valorisation de la matière organique est une action qui permet de réduire d'un coup de 30% à peu près, entre 25 et 30%, le volume de sa poubelle non triée. Et dès lors que l'on va mettre dans un composteur, ou si on va nourrir des poules, ou si on va avoir un petit lombricomposteur, ou si on accepte, pour certaines collectivités qui font de la collecte en porte-à-porte de biodéchets, si on accepte de correctement trier ces biodéchets, bref, de les valoriser, eh ben, notre poubelle réduit d'un tiers, notre poubelle ne sent plus mauvais, hein, et si en plus on a contribué à ce compostage en proximité, chez soi ou en bas d'immeuble ou dans son entreprise, on peut récupérer le compost qui sera issu de ces déchets. Donc, on va pouvoir augmenter aussi son autonomie alimentaire, se poser la question de qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange, avec qui je le partage, etc. Donc, on crée du lien aussi à travers le compostage. Donc, on agit sur les poubelles, on agit aussi sur les relations sociales, c'est très important.
Mm. La deuxième, donc concrètement, comment est-ce qu'on a mis en place ce type d'action? Ben, en devenant nous-mêmes une association accompagnatrice au compostage. Compostage de proximité, donc soit en établissement scolaire, en entreprise, en bas d'immeuble, sur des places publiques, dans les universités. On a installé des composteurs que l'on gère et on a créé une petite activité économique autour de ça, puisque on fait payer aux clients la mise à disposition annuelle du composteur et le service de maintenance, d'entretien, d'initiation des utilisateurs. Donc ça nous permet, clairement, on a créé un emploi, on a un guide composteur salarié qui travaille à temps partiel. Notre objectif, c'est pour nous d'augmenter son volume d'activité sur cet aspect-là des choses. En complément, cette personne, elle intervient dans les écoles. C'est le deuxième gros volet qui est important pour nous, c'est sensibiliser la jeunesse, parce qu'un enfant, lorsqu'il a eu une animation intéressante, une intervention attrayante en classe, qu'il a appris des choses et qu'il a le sentiment d'avoir des clés pour changer le monde dans lequel il évolue et résorber notamment les problèmes qui trottent dans sa tête, hein, eh bien, cet enfant, il va pouvoir en parler à ses parents. Et là où vous avez convaincu un petit bonhomme ou une petite bonne femme, eh ben, vous allez derrière pouvoir diffuser finalement ce message auprès de 4, 5, 6, 10 personnes de son entourage. C'est super important. Donc, notre guide salarié, guide composteur salarié, il fait des interventions autour du compostage, mais pas que. On fait aussi des lectures de comptes jusqu'au CE1, par exemple, sur le thème du zéro déchet. On leur fait faire des petites recettes de fabrication de produits maison. De la pâte à tartiner, par exemple, a un grand succès auprès des enfants. On a également un petit temps où on fait des jeux, on leur fait fabriquer des jeux à base de matériaux recyclables qui se trouveraient dans leur poubelle jaune. Le message que l'on fait passer à travers cette activité jeu, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter une Playmobil, une Barbie ou une boîte de Lego pour t'amuser. Tu peux très bien t'amuser avec les emballages en carton, les bouteilles en plastique qu'il y a dans ta poubelle jaune. Il suffit de les nettoyer un petit peu et puis tu pourras fabriquer tout un tas de jouets rigolos avec ça. Et ça, souvent, les enfants apprécient, hein. De toute façon, un enfant, il a besoin de peu pour être heureux, hein. C'est avant tout de l'amour, du temps, de l'intérêt. Voilà. Il n'a pas besoin d'avoir le dernier jouet logoté Pokémon ou je sais pas quoi. Non. Donc ça, c'est important pour nous, les animations scolaires. On intervient aussi pour faire des ateliers fabrication de produits maison, soit en entreprise. On l'a fait par exemple pour des groupes de cadres stressés. On est aussi intervenu dans des médiathèques. On intervient beaucoup dans des fêtes de l'environnement, fêtes de la nature, pour proposer ces petits ateliers où on apprend à fabriquer son dentifrice, sa lessive, la poudre, la vaisselle, etc. Donc, ce sont des produits de base que l'on peut fabriquer facilement soi-même, sans risque, et surtout à pas cher, et en zéro déchet. Voilà, puis on contribue également à de l'accompagnement d'événements sportifs et culturels. Nous avons développé une méthodologie originale d'audit de façon à ce que les organisateurs, sur un premier événement, ils nous font venir. On fait un peu avec eux le tour des déchets qui sont produits et on trouve des solutions adaptées à chaque événement. Grâce à cette méthodologie. On a décliné la même méthodologie pour les entreprises. On réalise des audits en prévention de déchets en entreprise qui permettent notamment sur des activités tertiaires de sensibiliser le personnel. Donc, c'est bon pour finalement la politique RSE de l'entreprise. Et également, ça permet à l'entreprise de se trouver des marges, des petites marges qui vont réduire ses coûts de fonctionnement. Puisque dans l'audit, on lui permet de faire un petit comparatif de ses prestataires. Est-ce qu'elle paye le juste prix pour l'enlèvement de ses métaux, de son bois, de son plastique, de son verre, de ses papiers cartons. On travaille avec des fast-food aussi, hein, et ça, c'est une petite fierté de Zéro Déchet Touraine, c'est d'avoir réussi à travailler même avec les fast-food. Oui, parce que là, on peut dire qu'en termes d'emballage, il y en c'est a catastrophique. Oui, il y en a beaucoup et de plusieurs types de plastique et forcément recyclables d'ailleurs, je pense. Non, ce sont des acteurs qui sont un peu schizophrènes
parce que ils ont entre les mains un modèle économique en or. Il n'y a rien de plus rentable qu'un fast-food. Je veux dire, quand on regarde de manière froide, rationnelle, les charges de fonctionnement et le pognon qui rentre, il n'y a rien de plus rentable. Ce qui n'empêche pas des chaînes, par exemple, comme Burger King France, d'être en déficit depuis 7 ans. Tout simplement parce qu'elles transfèrent tous leurs bénéfices à l'étranger vers des paradis fiscaux. Hein. Bon. Mais il n'y a rien de plus rentable qu'un fast-food. Mais ils sont schizophrènes parce qu'en même temps, la plupart des managers, la plupart des équipiers et équipières qui travaillent dans ces endroits-là, quand vous les rencontrez, que vous parlez en off avec eux, souvent en dehors de dans leur lieu de travail, hein, dans la vie privée, ben, ils vous confient qu'ils ne sont pas fiers du tout de ce modèle économique. Ils sont bien conscients qu'ils produisent beaucoup trop de déchets, qu'au niveau de la qualité de nourriture, on pourrait améliorer, que la propreté laisse parfois à désirer. J'ai même entendu de ci, de là des témoignages hein, qui mettaient en doute clairement la politique de la chaîne, de l'enseigne nationale, son authenticité, son honnêteté, à vouloir réellement avoir une politique environnementale digne de ce nom. Donc, nous, on arrive sur la pointe des pieds. On propose aux managers, aux directeurs d'établissement de mener une réflexion conjointe, transparente, sur leur gisement de déchets, sur leurs prestataires, sur le coût annuel de leurs déchets, sur le regard que leurs propres employés portent sur la génération de déchets dans l'entreprise. On fait comme ça des petits formulaires en tête-à-tête. Et tout cela donne une vision globale aux managers ou aux directeurs d'établissement, directrices d'établissement, qui lui identifie clairement ces leviers sur lesquels il va pouvoir agir. Et ça a de l'impact. On a comme ça réalisé un audit pour des établissements Starbucks, Quick, Burger King, et on leur a permis en fait d'identifier plusieurs milliers d'euros d'économies potentielles. On leur a suggéré de nouveaux process. On leur a recommandé de redistribuer une partie de ces économies sous la forme de primes déchets auprès de leurs équipiers, afin de les encourager à bien jouer le jeu du tri des biodéchets, etc. Bon, et à notre connaissance, notre rapport est remonté vers le siège de Burger King France et a servi de base, parmi d'autres documents, hein, a servi de base à une réflexion que l'enseigne a actuellement pour réduire son impact au niveau de ses déchets. Donc, j'allais poser la question si justement, en dehors de l'aspect financier, est-ce que justement il y aurait une prise de conscience sur le déchet lui-même et du coup le fait est soit de réduire le déchet, soit de pouvoir justement le valoriser en le recyclant et en le transformant en notre plus tard, quoi. Tout à fait. La grande difficulté qu'on a, c'est que dans cette affaire-là, pour aller vers une réduction significative des déchets, il y a 5 acteurs à mettre autour de la table. Et il faut que les 5 acteurs aillent dans le même sens. Il faut déjà que le consommateur et la consommatrice, au moment de sa commande au comptoir, se pose la question qu'est-ce que je vais commander qui va générer le moins de déchets? Ça, c'est un fifrelin, c'est une minorité absolue de consommateurs qui a cette réflexion. Pour l'instant, ça n'est même pas encore percuté. Pour l'instant, ils arrivent, j'ai bien faim, qu'est-ce qui va me gaver, qu'est-ce qui va me... Bon. Et qu'est-ce que je vais pouvoir acheter à mes enfants qui ne coûtent pas trop cher, voilà. Bon. Donc, c'est les arguments prix, qualité en deuxième, et puis la question des déchets, pour l'instant, les consommateurs ne l'ont pas. Et pourtant, c'est important parce que c'est sur eux que va reposer notamment tous les gestes de tri en salle. Et beaucoup de directeurs d'établissement nous disent on ne veut pas mettre le tri des déchets en salle parce que ça sera mal fait. Les gens, ils trient chez eux et ils arrivent chez nous, ils se lâchent. C'est-à-dire que vous avez beau leur dire mettez des panneaux, etc., faites ceci, faites cela. Bon, les gens, une fois qu'ils ont payé, qu'ils ont bien mangé à leur faim et qu'il est temps de partir, ils ne sont pas venus pour ça. Hein. Ils ne sont pas venus pour ça. Voilà, exactement. Donc, il y a déjà, je dirais, de l'éducation du consommateur à faire. Et puis, entre nous, on peut aussi encourager le consommateur à ne pas consommer trop souvent du fast-food et aller ailleurs. Hein. Bon. La deuxième catégorie, c'est le responsable du magasin et son personnel.
Donc le personnel pardon, pas du magasin, du restaurant, va devoir vraiment mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui vont parfois être plus contraignantes pour eux. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est parfois un peu plus contraignant quand on a 3 poubelles, par exemple, une pour les biodéchets, une pour le recyclable, une pour le reste. C'est plus contraignant que de tout mettre dans le reste. Donc il faut aussi sur la petite marge de manœuvre qu'ils ont, il faut qu'ils acceptent de changer un peu leur ergonomie de travail, leur logique de fonctionnement. On peut obtenir ça, mais plutôt à la marge, pas sur le cœur de leur business, ça c'est pas possible, mais à la marge de leur activité. Par exemple, chez Burger King, dans le restaurant de Chambray où on est allé, le directeur du restaurant a dit qu'il souhaitait mettre en place désormais le tri à la source des biodéchets, et pour cela, il va faire appel à un chaudronnier artisan local, un chaudronnier pour reconcevoir un plan de travail intégrant une découpe circulaire pour y mettre la poubelle à biodéchets. Bon, c'est sa petite marge de manœuvre. Le troisième acteur, c'est l'enseigne elle-même. L'enseigne, si elle impose au directeur de restaurant certains emballages qui ne seraient pas recyclables, si elle leur impose des petites dosettes de sauce individuelles, alors que les directeurs aimeraient bien avoir des pousse-pousse qui réduiraient les déchets. Mais bon, c'est du ressort de l'enseigne. Et puis, qui peut obliger l'enseigne à bouger? C'est le législateur. On voit très bien que les entreprises n'évoluent que sous la contrainte. Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait des députés européens et des députés français qui échappent au jeu des lobbies d'en face et qui mettent sous pression les industriels et les distributeurs et les enseignes de fast-food pour qu'on réduise, par exemple, qu'on empêche les pailles jetables, ça c'est fait, les piques à steak, etc. Tu vois. Et le cinquième acteur, c'est la collectivité qui va boucler avec le premier, puisque la collectivité, c'est elle qui diffuse les consignes de tri aux consommateurs, et c'est elle qui, in fine, va prendre en charge une partie des déchets des restaurants. Donc, il faut que la collectivité, elle ait des consignes de tri qui soient raccord avec tout le reste. Parce qu'il n'y a pas de logique à demander, par exemple, aux gens de trier tous les plastiques à la maison et seulement certaines catégories de plastiques au fast-food du coin. Voilà. Donc, tu vois, c'est pas simple. Et nous, on doit agir là où on peut sur ces différents. On fait de la sensibilisation au niveau des consommateurs, on va voir le personnel, on essaie de faire du lobbyisme ou parfois du name and shame pour mettre la pression sur les enseignes. Les députés, on les rencontre et puis on fait du plaidoyer aussi, du plaidoyer politique. Et puis la collectivité, c'est un dialogue continu pour les encourager à aller vers plus de réduction de déchets. Alors que ce n'est pas leur culture du tout. La collectivité, à la base, elle est là pour gérer les déchets, pour les traiter. Et la prévention des déchets, c'est censé être la priorité absolue, sauf que dans leur business, c'est déjà elles n'y consacrent que 1% de leur budget déchets annuel. Et ensuite, c'est pas leur culture de travail. Elles savent équiper des camions avec des rippers, elles savent mettre des points collecteurs de verre, elles peuvent même intervenir en école pour expliquer aux enfants ce que c'est que le tri. Mais va leur demander de faire de la mobilisation citoyenne pour réduire les déchets, va leur demander de promouvoir le vrac, ça ne fait pas faire. Même le compostage, il y a très peu de collectivités qui savent bien accompagner des sites de compostage. Généralement, ça repose plutôt sur des associations qui sont membres du réseau Compost Citoyen. Ouais. Voilà. D'où le rôle à jouer des associations comme la tienne, qui fait le lien justement entre le citoyen, les collectivités et tous les autres acteurs. Et il y a encore d'autres acteurs que je n'ai pas mentionnés, mais par exemple les industriels, ceux qui fabriquent, qui conditionnent un certain nombre de choses. Ces industriels, c'est quand même eux qui ont la responsabilité de mettre sur le marché un produit emballé. Moi, si j'étais industriel avec mes convictions militantes, si j'étais industriel, je ne mettrais sur le marché que des produits qui soit seraient sans emballage, soit avec un emballage compostable, mais 100% compostable, pas avec du plastique caché sous la forme de l'appellation bioplastique. Ou alors, dans le pire des cas, je mettrais sur le marché des emballages recyclables, dans le pire des cas. Or, que font la plupart des industriels? Ils se tournent vers la quatrième solution, c'est l'emballage jetable.
parce que comme ça coûte pas cher, c'est du one shot, c'est du monoflux. Ça, pour changer la logique de fonctionnement, modifier le logiciel des industriels, Il y a un bon travail de fond. c'est colossal. Mais c'est pas impossible. Faut Non, rester non, optimiste. non, non. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tes réponses ont un petit peu aussi répondu à la question par rapport aux différentes prestations que vous proposez, le public ciblé. Est-ce que tu veux peut-être mentionner d'autres D'autres types d'actions? oui. Eh bien, par exemple, on organise des apéros zéro déchet qui permettent de créer un moment de convivialité entre les membres de l'association et puis des curieux, des débutants. Souvent, les gens viennent un peu sur la pointe des pieds, tout timides, la première fois à l'apéro et ils disent: «Oh, mais moi, je ne suis pas du tout en zéro déchet, hein. Non, non, non.» Puis quand vous les interrogez, «Mais qu'est-ce que tu fais à la maison?» «Eh ben, j'ai un composteur, eh ben, on s'est cousu des sacs pour le vrac, on va au drive vrac du coin. Je fais, donc, en fait, tu es en zéro déchet. Oui, oui, mais je ne produis pas zéro déchet. Mm. Et là, il faut là aussi leur expliquer ce que c'est que le zéro déchet. C'est une démarche volontaire, systématique de réduction des déchets. Il n'y a pas d'objectif quantitatif. Et tout être vivant produit des déchets pendant le temps qu'il est vivant. C'est normal, les feuilles tombent des arbres, les animaux perdent leurs poils ils font des besoins un peu partout. Tout être vivant produit un déchet. La seule question qui doit nous être posée et sur laquelle on doit avoir une petite réflexion individuelle dans notre éthique, dans notre ethos personnel, c'est quels sont les déchets que je m'autorise à produire pour limiter au maximum mon impact sur l'environnement. Comment être le plus léger, le plus le moins nocif sur mon environnement. Voilà. Donc les apéros zéro déchet, c'est une idée. On intervient aussi auprès de publics spécialisés comme des personnes handicapées. On intervient aussi auprès de jeunes délinquants. J'ai fait partie d'un stage de citoyenneté pour des jeunes délinquants et leur peine, c'était de suivre un stage qui va essayer de leur inculquer certaines valeurs. Et donc, on a fait partie de cette aventure-là. Voilà, on balaye assez large hein, dans nos publics. Des clubs sportifs, par exemple, des étudiants qui préparent un spectacle de danse, la kermesse de l'école du coin. On essaye d'accompagner un maximum d'acteurs. Ouais. Et aujourd'hui, c'est payant puisque l'association est vraiment bien connue localement. Elle a une très bonne notoriété et une très bonne réputation. Ouais. Oui, oui. J'ai pu m'en rendre compte. Du coup, pour continuer dans la lancée des actions, du coup, par exemple des apéros déchets où tu dis qu'il y a des personnes qui viennent un peu pour se rendre compte de ce que c'est, etc., apprendre, même s'ils le sont déjà, ou découvrir tout simplement le mouvement zéro déchet. Est-ce que tu as des chiffres clés voilà, qui montrent un peu la situation actuelle pour le nombre de déchets produits au quotidien par une personne seule ou une famille, ou voilà, des chiffres qui parlent Oui. Donc, par exemple, hein, sur les chiffres qui sont vraiment les plus importants, en termes de déchets ménagers et assimilés, c'est-à-dire si on prend l'ensemble des déchets qui sont produits par les foyers français, par les entreprises françaises, les administrations françaises, et qu'on divise ça par le nombre d'habitants, on aboutit à un chiffre d'environ 568 kilos par an et par habitant. 568 kilos. Ça, c'est l'ensemble des déchets ménagers et assimilés. Au sein de ces 568 kilos, on va trouver en ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire ce qu'on met souvent dans la poubelle noire ou bleue ou grise, ça dépend du code couleur de la collectivité. Bref, c'est moi ce que j'appelle la poubelle de la honte, c'est celle dont le contenu va finir en enfouissement ou en incinération. Eh bien là, on est sur 260 kilos par an et par habitant. 260 kilos. Ce qu'on va pouvoir mettre dans un bac de tri, ce qu'on va pouvoir recycler, c'est aux alentours de 100 kilos.
100 à 104 kilos par an et par habitant. Et puis, il y a tous les déchets occasionnels, les déchets que l'on va amener en déchetterie. Donc, par exemple, le bois, le métal, les déchets électriques, électroniques. Tout cela, ça représente 150 kilos par an et par habitant. Donc, c'est quand même énorme parce qu'à ce rythme-là, on n'est clairement pas sur quelque chose qui est soutenable. À ce rythme-là, un centre d'enfouissement comme celui que l'on a au nord de Tours, qui a pourtant une capacité d'enfouissement de 150 000 tonnes par an, eh bien, ce centre d'enfouissement, il sera saturé dans 14 ans, et sachant qu'il a été ouvert il y a une quinzaine d'années. Donc, ça veut dire qu'en 30 ans, on a totalement saturé un centre à ce rythme-là. Alors que si on ne divisait que par un tiers ou de la moitié, rêvons un peu, ces volumes de déchets, eh ben, ça double en fait le temps d'exploitation de ce même centre d'enfouissement. Ça veut dire qu'au lieu de prendre dans 20 ans ou dans 15 ans, de prendre de nouvelles terres agricoles pour recreuser un nouveau trou, eh bien, on pourrait très bien faire durer ce trou actuel 2 fois plus longtemps. On pourrait atteindre facilement 30 ans. Il serait toujours là et on aurait une production de déchets beaucoup plus modérée. En ce qui concerne par exemple le gaspillage alimentaire, en France, chaque année, c'est environ 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui sont perdus ou gaspillés chaque année. Ça correspond à 18% des tonnages alimentaires français. Donc c'est colossal. Dans un pays où il y a encore des gens qui meurent de faim, qui souffrent de malnutrition. J'ai un voisin l'autre jour qui passait devant le domicile de mon ami. Et cette personne-là, elle était en crise d'hypoglycémie. Elle était diabétique. Il faisait une chaleur pas possible. Il était incapable de rejoindre son domicile. Et pourquoi est-ce qu'il était en crise de diabète? Parce qu'il n'avait pas mangé dans la journée, il n'avait pas mangé la veille au soir, il n'avait pas mangé le midi précédent. Et il y a des raisons sociales à cela, hein. C'est pas... Donc c'est pas parce qu'on est un pays riche que tout le monde mange forcément à sa faim. On manque notamment cruellement de structures de transformation de denrées alimentaires périmées ou périssables. Tu vois, des légumeries, des endroits où on pourrait transformer en soupe, où on pourrait transformer en pâté les légumes ou la viande qui n'ont pas pu être distribués à temps. Ça peut se faire. Et ça demande de l'infrastructure publique, ça demande des investissements publics pour doter tous nos territoires de fabriques comme ça, de conserveries qui pourraient valoriser une partie de ces tonnages perdus. Et puis tout ça, ça a forcément un impact aussi sur nos émissions de gaz à effet de serre, puisque le secteur des déchets en France, ça contribue entre 3 et 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et la portion gaspillage alimentaire, à elle seule, ça représente 3% des émissions de gaz à effet de serre françaises. C'est colossal. C'est autant que le secteur aérien, par exemple. Des actions là qui pourraient être mises en place à l'échelle individuelle ou familiale, dans le sens où là, on peut faire attention vraiment dans notre foyer à bien gérer ses stocks, voilà, anticiper peut-être un petit peu les plats pour éviter de faire du gaspillage et devoir être mis à jeter de l'alimentation. Alors, il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous. D'autres pays les ont testées. Il y a notamment la mise en place de tarification incitative. Ça marche. Ça marche par exemple à San Francisco, ça marche en Suisse. Il y a certaines collectivités françaises qui s'y sont mis et l'ADEME a eu un très bon retour là-dessus. Mettre en place une tarification incitative, ça oblige le foyer, la famille, à se poser la question de sa production de déchets quantitativement. On peut payer soit au poids, soit au nombre de levées par an, soit au volume du bac qui est mis à notre disposition. Il y a plein de systèmes qui existent. À San Francisco, ils font un discount, ils font un rabais sur la taxe ordures ménagères. Ils font un rabais qui est proportionnel à la quantité de déchets que les gens ont mis dans la poubelle pour le compost, à la poubelle pour les biodéchets, par exemple. Eh bien, on pourrait s'inspirer de ce type de pratique. Ça encouragerait les gens, parce que tant qu'il n'y a pas un levier fiscal, bon nombre de nos citoyens ne verront pas l'intérêt direct de réduire leurs déchets.
il nous faut aussi sortir un maximum de citoyens et de citoyennes des griffes du hard discount, des griffes des hypermarchés, tous ces temples de l'hyperconsommation, de la surconsommation, où il n'y a qu'à tendre la main pour avoir des paquets de 10 côtelettes, 20 côtelettes, 30 côtelettes, puis si tu en achètes 35, eh ben, tu en as 5 gratos. C'est tout cela qu'il faut absolument déprogrammer, déconstruire. On ne peut pas changer les gens, mais on peut changer le regard que ces personnes portent sur leur société, sur leur environnement, sur leur famille, sur leur fonctionnement. Et ça, ce sera déjà beaucoup. Oui. Dans ma conférence, j'expliquais par exemple aux gens que le fait d'avoir abandonné le pays où la vie est moins chère, tu sais, le supermarché avec les mousquetaires, le fait d'avoir tourné le dos à cette marque de supermarché et de m'orienter vers le marché de mon village et du village d'à côté, des artisans locaux, eh bien, ça me permet de faire 1400 € d'économie. Oui, c'est négligeable. C'est pas négligeable. Et là, les gens sont abasourdis d'apprendre qu'effectivement, le supermarché n'est pas le réseau de distribution qui a le meilleur rapport qualité-prix. Non, si tu veux de la meilleure qualité, il y a bien meilleure qualité ailleurs. Si tu veux de meilleurs prix, à condition de savoir faire ton marché, de comparer les prix, de te rendre de temps en temps directement chez un producteur de fruits, de légumes, de vin, de fromage, de viande et autres, un apiculteur, eh bien, tu verras que tu achètes des produits qui sont aussi qualitatifs que ce que tu avais dans ton supermarché, mais à un prix moindre, parce qu'il n'y a plus la marge que se fait cet intermédiaire dessus. Et ça, je l'ai prouvé, et je tiens à la disposition de n'importe quelle personne qui voudra en savoir plus, le lien de cette présentation, de cette conférence, où on voit bien l'ensemble des chiffres. Hein. On pourra diffuser aussi, si c'est possible, la conférence que tu as pu mener, comme ça ça pourra peut-être compléter cette interview. Du coup, dans la foulée des actions qui peuvent être mises en place, des petits gestes simples qui peuvent être mis en place dans les déchets ménagers, en plus du composteur où on reviendra juste après, est-ce que tu penses à d'autres... Tout à fait. Donc la deuxième étape, c'est se rendre dans des points de vente en vrac pour l'ensemble de ces achats alimentaires. Et aujourd'hui, il y a quand même un réseau national qui est celui des Biocoop. Il existe aussi tout un tas d'enseignes du même type, comme Naturéo, comme le Jardin de Léopold, comme la Vie Claire. On a tous près de chez nous, en tout cas dans un rayon de 50 km maximum. Je pense qu'on a tous maintenant des points de vente vrac. Il faut faire vivre ces lieux. C'est important car plus on orientera d'argent vers cette filière, moins ça fera d'argent pour les filières qui polluent et plus ça fera d'argent pour cette filière plus vertueuse. Le troisième conseil que je peux donner, c'est essayer de faire vos produits maison, notamment vos produits ménagers, tout ce qui est détergent pour la lessive, pour le savon, des produits pour les toilettes. Il y a tout un ensemble de choses que l'on peut faire soi-même. C'est ludique. C'est un moment de découverte, d'expérimentation. Vous verrez de très nombreux blogs sur Internet qui vous expliqueront comment procéder avec des tutoriels généralement simples et bien faits. Il faut se faire sa propre opinion, ne pas hésiter à avoir un regard critique sur les recettes qui nous sont données, c'est important, hein. Notamment en cette période épidémique. Notre association Zéro Déchet Tourette a mis en ligne dans la rubrique recettes de notre site internet la recette du gel hydroalcoolique, de la solution hydroalcoolique, et puis des conseils également pour fabriquer ses propres masques. Il faut toujours garder son esprit critique, car évidemment, il y a des recettes qui ont plus ou moins de sens, qui ont plus ou moins d'intérêt. Mais voilà, au moins l'intérêt, c'est qu'on l'a fait soi-même, on sait ce qu'il y a dedans. Très généralement, c'est moins cher et c'est mieux adapté à nos besoins réels, nos besoins profonds. Par exemple, Clio
moi, on n'a pas forcément les mêmes besoins en termes de lessive pour nos vêtements. En fonction de nos corps, en fonction de nos activités quotidiennes, on n'aura pas forcément besoin de la même lessive. Donc, quel intérêt y aurait-il que toi et moi, on achète la même lessive qui serait standardisée pour un consommateur ou une consommatrice de base qui n'est ni toi ni moi. Si toi et moi, on fait chacun notre lessive, eh ben, on peut rajouter des feuilles de lierre, de la cendre, du savon de Marseille. On pourra mettre ou pas des huiles essentielles, avec le parfum de notre choix. Enfin, ça ouvre la porte à la liberté. Hein. L'autogestion, l'autonomie, de toute façon, c'est là que se trouve la vraie liberté. C'est pas dans le système marchand, c'est pas dans l'hyperconsommation et la mondialisation à outrance. Euh, Quatrième conseil que je peux donner, c'est investissez dans des objets durables qui ont une longue durée de vie. Quand vient le moment, par exemple, de s'acheter de nouveaux vêtements, il faut se poser la question de la longévité de ce vêtement. Euh, Par exemple, si vous optez pour des vêtements simples, qui ne sont pas forcément dans la mode du moment, mais qui pourront encore être mettables sans que vous en ayez honte dans 5 ans. Si en plus ce sont des vêtements pas forcément de marque, mais des vêtements de bonne qualité. Et là aussi, il faut savoir regarder les choses en face. Hein. Ne vous réfugiez pas derrière une marque en lui faisant une confiance absolue sur la qualité de ses vêtements. On sait bien qu'il y a des marques qui valaient quelque chose, qui ont fait leur réputation sur de la grande qualité il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Je pense notamment aux jeans Levi's. Mhm. Moi, mes jeans Levi's, ben oui, quand j'en achetais il y a 15 ans, ils me duraient 15 ans. Le dernier jean Levi's que j'ai acheté, il m'a duré 3 ans. Ouais. Bon. C'est qu'à un moment donné, forcément, pour des raisons de mode, on va dépolir le jean, on va user la toile avec des pierres en industrie. Et puis, résultat, ton jean, bah, il va s'user prématurément au genou, à l'entrejambe, alors même que on avait quand même face à nous une marque hein, qui a bâti sa réputation sur la qualité de ses vêtements, la longévité. Aujourd'hui, c'est plus au rendez-vous. Boycotter Levi's, c'est mort. Et je pourrais citer plein d'autres marques comme ça. Hein. Moi, je suis un homme, je me suis longtemps habillé chez Célio. J'ai vu la qualité Célio dégringoler. Et puis, bon, on pourra en citer encore plein d'autres. Donc, c'est pas la marque qui fait la qualité du vêtement, c'est la qualité du vêtement qui fait sa qualité intrinsèque. Voilà. Et là encore, on peut se faire plaisir si on a un petit peu de talent de couturier, couturière, on peut essayer d'allonger la durée de vie de ces produits. Oui. Et puis enfin, pour compléter, parce que là on a déjà quand même balayé large, hein, le compostage, le vrac, on a parlé des produits ménagers, vous pouvez également tenter de faire vos cosmétiques et avoir une réflexion sur ces cosmétiques. On n'a pas forcément besoin d'avoir forcément 15 crèmes différentes. Une bonne crème un petit peu hydratante, ça conviendra à toute la famille, à monsieur, à madame, au bébé, et puis ça suffira. Euh, et enfin, moi je dirais qu'il faut être aussi raccord avec les autres catégories de déchets que l'on produit, notamment les plus dangereux d'entre eux, ceux qui sont de loin les plus préoccupants. Je veux parler des déchets nucléaires. Dans la cohérence d'une démarche zéro déchet qui serait menée à son terme, bah, à un moment arrive la question de est-ce que c'est encore cohérent pour moi d'être toujours chez EDF? EDF qui fait son beurre avec l'argent public depuis des décennies en investissant massivement dans une filière intensément génératrice de déchets dont on ne sait absolument pas quoi faire, pour lesquels il y a les projets les plus fous. Certains envisagent par exemple de couler les déchets nucléaires dans l'océan pour les envoyer dans les abysses. D'autres veulent les envoyer dans l'espace. Certains veulent simplement les envoyer sous terre. Mais sous terre, ils ne sont pas en sécurité. Comme un déchet nucléaire, il a 100 000 ans pour certains isotopes, 100 000 ans de demi-vie. Quelle langue parleront les humains dans 100 000 ans? Dans quelle langue allez-vous les avertir qu'il y a sous leurs pieds, sous terre, un déchet extrêmement dangereux, mortel, inodore, invisible, et qui peut les ruiner totalement, ruiner leur santé, ruiner leur communauté?
Dans quelle langue allons-nous leur parler dans 100 000 ans? C'est impossible de répondre à cette question-là. Impossible. Je vous renvoie vers Into Eternity, qui est un excellent documentaire qui porte sur cette même question des centres d'enfouissement de déchets ultimes nucléaires, je crois que c'est en Finlande. Bon, je ne vais pas spoiler la fin, hein, mais vous verrez, si vous regardez le documentaire, que il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de solutions à cette question posée. Voilà, donc tourner le dos à EDF, ça veut dire passer chez un autre opérateur. Il en existe, hein, Enercop notamment. C'est peut-être aussi faire le choix d'une installation autonome de production d'énergie électrique. Si on peut, si on a la chance d'avoir une toiture bien orientée, si on peut installer une petite éolienne. Évidemment, c'est pas du zéro déchet absolu non plus, hein. Il y a des déchets qui seront générés par les batteries, si vous visez l'autonomie. Mais la question, c'est est-ce que je continue à contribuer à alimenter avec mon argent une filière qui est la plus dangereuse, la plus problématique jamais inventée par l'humanité en termes de déchets, hein, ou pas. Voilà. Là, déjà, Parce qu'en posant cette c'est complet. question-là, ça mène à réfléchir. Ouais, ouais, ouais. Puis après, tu sais, il y a tout plein d'occasions de la vie qui permettent de se lancer dans le zéro déchet. Par exemple, quand vient le temps de Noël, au lieu d'offrir des cadeaux achetés au supermarché, emballés dans du papier jetable, eh ben, tu vas dans une ressourcerie ou un Emmaüs du coin, tu achètes un objet d'occasion. Cet objet, tu l'emballes dans du tissu. Ça s'appelle le furoshiki, c'est une technique japonaise. Il existe pas mal de tutoriels et de plans. Tu l'emballes ça dans le tissu, ça veut dire que ce tissu il va être réutilisé par la personne à qui tu as offert le truc. Ou encore mieux, tu fabriques toi-même l'objet. Mes enfants, quand ils étaient un peu plus jeunes, qu'ils étaient invités à des anniversaires de petits camarades, eh bien, on prenait le temps, avant l'anniversaire, de fabriquer un jouet, fabriquer un jeu de société pour ce petit camarade. Et on a rendu service, on a fait plaisir avec un bout de carton, deux feutres, une vieille tringle à rideau qui traînait là et puis qu'on a découpé en petits morceaux pour faire des jetons à pousser. Et puis voilà. C'est toujours aussi fun et amusant pour les enfants. Ils adorent Des ça. découvertes aussi de jeux nouveaux qu'on ne connaît pas, qui sont inventés, créatifs, innovants. Bien sûr. Il n'y a rien de plus sympa que d'inventer son propre jeu, d'inventer ses propres règles du jeu. Ça ouvre la porte là aussi à tout un imaginaire. Donc voilà, le petit message modestement qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il est largement possible d'agir à son niveau. Moi, j'ai pu ainsi réduire de 99% ma production de déchets ménagers et assimilés. C'est-à-dire que, tu vois, les 260 kilos d'ordures ménagères résiduelles et les 100 kilos de déchets recyclables dont on parlait tout à l'heure, eh ben moi, j'ai réussi à les faire descendre à 2 kilos par an. Voilà. 2 kilos, ça tient dans un petit pot. J'aurais dû t'amener mon petit pot à déchets. Et ça, c'est un rythme que j'ai réussi à tenir pendant plusieurs années, pendant 3 ans, sans aucun problème. Puis après, ben, mon rythme de vie a évolué et ma production de déchets a légèrement augmenté parce que j'ai rencontré quelqu'un chez qui je vis une partie de mon temps. Et donc, à cette personne, j'ai pas voulu lui imposer mon mode de vie zéro déchet, hein. Elle a observé, elle a écouté, elle a trié parmi ce que moi j'avais mis en œuvre. Elle a fait sa synthèse. Et ce qui fait que quand je vis chez elle, on vit selon ses propres règles. Et donc, si je fais la moyenne de ma production de déchets entre le moment où je vis chez elle et je vis chez moi, grosso modo, je suis aux alentours de 5 à 7 kilos de déchets par an, quoi. Ça reste Ça reste raisonnable. moins d'une poubelle moyenne, on va dire. Même plus que ça, puisque ma poubelle que j'ai mis en route le 17 août 2013, tu vois, c'est précis, hein. J'ai un sac de 30 litres qui se trouve toujours dans ma cabane de jardin. Et voilà, depuis le 17 août 2013, depuis bientôt 7 ans, j'ai un sac poubelle. Voilà. Donc il va bientôt aller dans la rue, mais ça fait... ouais, parce que tu sais, au bout d'un moment, le plastique il commence un petit peu se dégrader. Alors qu'il est, il est encore loin d'être plein, hein. Mais ça fait 7 ans que les éboueurs passent devant mon domicile et ne ramassent jamais rien. Voilà. Donc c'est possible. Et
Et évidemment, l'idée, c'est pas d'aller aussi loin forcément, mais déjà, si un foyer ne sort plus sa poubelle qu'une fois par mois, c'est déjà super. C'est un grand pas. Ah ouais, et ça veut dire qu'ils auront divisé par 4 leur production de déchets. C'est colossal. C'est- Pour rebondir un petit peu à ce que tu dis, voilà, je me mets dans un citoyen lambda. Comment arriver à tenir cette rigueur dans le temps et donc et du coup à se tenir à ça et pas justement être tenté ou comment tu as fait pour arriver à ça, tu vois, c'est Alors, déjà, on peut se laisser tenter. Il faut se laisser tenter. Je veux dire, il ne faut surtout pas être trop radical, trop jusqu'au boutiste. Parce que d'une part, quand on vit tout seul, on peut encore y arriver. Finalement, après tout, tu as le mode de vie que tu veux. Mais dès lors que tu as un conjoint ou une conjointe, qu'il y a des enfants, il faut absolument arriver à la jouer collectif. Peut-être que dans ton fort intérieur, la personne aimerait réduire de 80%, mais après discussion avec son foyer, finalement, l'objectif tenable, réalisable, ce sera peut-être que 30% de réduction. Et c'est bien ainsi. C'est bien ainsi. Il vaut mieux une famille heureuse avec 30% de réduction de déchets plutôt qu'une famille qui s'entre-déchire parce qu'il y a, voilà, y a un petit écolo facho qui va absolument réduire à fond. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, en fonction du moment de l'année, il n'est pas interdit de déplacer son curseur. Et par exemple, si tu as eu une semaine compliquée, difficile, professionnellement, humainement compliquée, quand vient le vendredi soir, tu constates que tu n'as rien à bouffer, tu as le droit de te commander une pizza. Tu as le droit de passer vite fait à l'épicerie du coin pour t'acheter un paquet de surgelés. C'est pas ça qui va mettre la planète en péril. Ce qui la mettra en péril, et c'est là que je donne un conseil très concret, c'est ce qui va mettre la planète en péril, c'est si on fait ça systématiquement. Si ce petit pas de côté, ce petit plaisir que je m'accorde, ce petit McDo, ce petit Burger King que je vais aller me faire de temps en temps, si ça devient quotidien, si ça devient même hebdomadaire, là, il y a un péril. Parce qu'on n'est plus du tout dans la production de déchets occasionnels qui, finalement, sur ta durée de vie, aura peu d'impact. Il faut remettre ça sur le temps long aussi. Tu es une personne qui aura une espérance de vie de 80-90 ans. C'est quoi un paquet de surgelés sur une espérance de vie de 90 ans? C'est que dalle. Alors que c'est sûr que si tu en consommes systématiquement chaque jour ou chaque semaine du surgelé, ben là, on n'est pas du tout sur le même volume. Donc moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé modestement en prenant un premier objet que je pouvais éliminer de chez moi. Un premier objet qui générait du déchet. Par exemple, j'ai commencé par le papier alu. Papier alu, on peut s'en passer facilement. On peut mettre à la place du papier alu une assiette retournée. On peut avoir un petit tupperware hermétique. On peut avoir... Bon, il y a plein d'astuces. Ensuite, je suis passé au film fraîcheur, même genre. Le sopalin, pareil, on peut s'en passer avec une petite éponge, un petit. Voilà. L'alimentaire, ensuite le vrac, bah, ça s'est fait produit par produit. Et en fait, si j'ai bien un conseil à donner, c'est euh, ne passez pas à un autre produit tant que vous n'avez pas trouvé une alternative satisfaisante au premier produit. C'est vraiment, c'est important parce que on voit qu'il y a des gens qui se lancent à corps perdu dans le zéro déchet, mais ils veulent tout changer en même temps. Ils attaquent la salle de bain, en même temps ils vont révolutionner la cuisine, et ils veulent ne plus jamais consommer de cacahuètes. Et c'est le burn-out à un moment donné, quoi. ouais. À un moment donné, quand tu fais toi-même tes compotes, tes confitures, tes yaourts, ton pain, tes petits sacs à vrac, que tu cours tous les petits producteurs locaux pour avoir le... Tu deviens dingue. Bon. Donc il faut y aller méthodiquement, pas à pas. Il est jamais interdit de faire marche arrière. Moi, par exemple, il y a des trucs que j'ai essayés, il y a des recettes do it yourself, bah, je les ai essayées. Franchement, je ne les referai plus. Hein. Ça m'a pas plu. J'ai modifié, j'ai changé les ingrédients, ça m'a toujours pas plu.
c'est mort. Et maintenant, je préfère acheter un produit qui va de temps en temps produire un petit déchet plutôt que de me lancer dans un truc qui ne serait pas satisfaisant. Il Mm. ne faut pas oublier que dans le cœur de cette démarche zéro déchet, comme je te l'ai dit, hein, on n'est pas environnementaliste, on est philanthrope. Au cœur de ça, la petite graine au centre de tout, c'est le bonheur humain. C'est le bonheur humain. Et il est hors de question que ce bonheur humain, il soit remis en cause parce qu'on veut faire un geste pour la planète. Euh, tu ne peux pas être authentique dans ton engagement. Hein. Tu ne peux pas diffuser tes bonnes pratiques si les gens te sentent au fond de toi quand même un peu malheureux. Hein. Mm. Et on en a tous déjà vu des gens comme ça. Hein. Tu prends l'apéro avec des amis. Il y a des gens qui te disent, ils ont tout révolutionné. Maintenant, ils font tout en vélo. Tout en vélo. Et, et ben, des fois, tu saisis un peu quelques lueurs dans leur regard. Quand même, que de temps en temps, s'ils pouvaient quand même mettre un pack d'eau dans une bagnole, si de temps en temps, ils pouvaient aller faire leurs courses chez Leroy Merlin et pas être emmerdés avec leur petite carriole à l'arrière. Mais ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont pris cet engagement auprès de leurs amis que maintenant ils font tout à vélo. Mm. Là, il y a le regard des autres qui rentre en jeu en plus. C'est ça, c'est ça. Et c'est dommage, c'est dommage. Moi je dis toujours dans mes conférences, si vous avez à la maison un ado qui adore les Pim's, mais laissez-lui ses Pim's. Qu'est-ce que vous allez lui déclarer la guerre pour un paquet de Pim's, hein? Mm. Vous le laissez bouffer ses Pim's. Simplement, quand il a fini le paquet, vous commencez une petite négociation en disant, bon, bah, le paquet, il a fait 2 minutes. La prochaine fois qu'on en achètera, on va essayer de le tenir une semaine. Hein. Et la prochaine fois si tu arrives à atteindre une semaine, ben, on pourra peut-être essayer d'en fabriquer nous-mêmes des Pim's avec une petite génoise, un peu de marmelade. Je te recouvre ça d'un peu de chocolat fondu. Et ce sera un moment de partage, un moment où tu vas venir avec moi passer quelques minutes dans la cuisine plutôt que de bouffer tes Pim's devant ta console. Mm. C'est comme ça, tu vois, qu'on essaie d'introduire les choses. C'est le changement dans la continuité, Mm. voilà. Et le dialogue, le dialogue, le dialogue. Voilà. Surtout quand on est plusieurs dans le foyer, Ah ouais. il est nécessaire pour trouver l'équilibre, les équivalences pour avancer progressivement et petit à petit et que ça convienne à tout le monde. Bien sûr. Et, et si tu ne perds jamais de vue l'objectif final, qui est la réduction des déchets collectifs, Mm. il n'y a personne qui pourra te faire le procès de ne pas avoir été assez rapide, de ne pas avoir réduit suffisamment. Parce que au fond de toi, tu sauras que tu maintiens ton cap. C'est pas parce que tu es allé chercher un paquet de curly que ça y est, tu es une mauvaise écolo et que tu es totalement incohérente avec tes valeurs. Non, on s'en fout, quoi. Et les donneurs de leçons, moi j'aimerais bien les voir aussi sur la problématique des déchets, j'aimerais bien les voir sur la problématique des transports, de l'énergie, de l'eau. Hein, parce que voilà, moi j'ai des écolos qui ne jurent que par la carafe Brita. Hein, j'ai des écolos qui ne jurent que par les voitures électriques. Euh, bon, on pourrait longtemps discuter sur tout ça. Bon, Se faire son propre avis personnel sur son propre fonctionnement, déjà, je pense que c'est un bon premier pas et avant de porter des jugements peut-être exact. des fois hâtifs. Et Mm, mm. voilà. Il faut tester pour voir si ça fonctionne et si on peut continuer sur la durée. C'est ça, c'est fondamental. Être vertueux, hein, chacun peut l'être en sortant de la messe. Hein. Mais qui sera encore vertueux toute sa vie? C'est ça qui fera la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Hein. C'est pas simplement d'être vertueux pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois. Et c'est ça un peu qu'on veut changer. On essaye aussi dans l'association d'œuvrer en évitant toujours d'être au point de rupture. J'ai vu que Ecomail avait notamment aidé d'autres associations très engagées. Hein. Euh, nous souhaitons toujours être sur la ligne de crête. La ligne de crête d'un engagement maximal, mais qui ne nous ferait pas basculer dans une forme de militantisme aveugle qui pourrait finalement nous isoler et nous faire passer de minorités actives à marginaux.
Et il y a une ligne de crête qui est très très étroite quand on y réfléchit bien, hein, parce que il faut être suffisamment mainstream pour que un maximum de gens nous rejoignent et adhèrent à notre combat. Faut pas l'être trop, sinon tu vends ton âme, tu brades tes valeurs. Il y a des choses sur lesquelles on est intransigeant. Par exemple, oui, sur ces histoires de déchets nucléaires, sur des entreprises qui ont une politique salariale dégoûtante. Clairement, on exigera une contrepartie, on refusera de travailler avec eux. Et quand je dis contrepartie, c'est pas une contrepartie monétaire. Tu vois, par exemple, pour l'audit qu'on a fait chez Starbucks, Quick, Burger King, ben, on a demandé en contrepartie qu'ils financent un audit gratuit pour une entreprise adaptée, une entreprise qui emploie des personnes handicapées. Donc comme ça, cette entreprise adaptée, elle a pu elle-même faire réaliser par nos soins un audit très complet et donc progresser sur sa question des déchets. Et ça a été financé avec l'argent des fast-foods. Pour nous, c'est une façon... Voilà, on tombe là-dessus. Pour rebondir sur une des actions principales de Zéro Déchet Touraine, vous avez donc mis en place un compost, du coup, un peu innovant, qui a été breveté, qui s'appelle donc le Compostou. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre le Compostou et un composteur dit classique, entre guillemets? Alors, le Compostou, c'est un composteur qui est conçu pour le compostage collectif, donc soit en bas d'immeuble, soit en établissement scolaire ou entreprise, donc à plusieurs. Et c'est un composteur qui est le premier composteur collectif conçu pour fonctionner à froid et sur couche mince. Le Compostou s'inspire dans son fonctionnement du fonctionnement d'une litière forestière. En forêt, quand tu te balades en forêt l'hiver, même quand il fait très froid, on ne voit jamais fumer la litière. Il n'y a pas d'émission de chaleur, de déperdition de chaleur importante lorsque la matière organique se décompose. C'est tout simplement parce que cette émission de chaleur, elle est remplacée par une intense activité animale dans la litière de la forêt. Ce sont par exemple des cloportes, des petits vers, des mille-pattes et autres bestioles, des acariens, des insectes qui vont décomposer la matière. Donc là où il y a plus d'activité animale, il y a moins d'activité microbienne qui génère de la chaleur. Dans ton composteur classique, ce que tu cherches à obtenir, c'est une montée en température pour faciliter, via l'activité microbienne, pour faciliter la décomposition des biodéchets. Ça marche très bien, ça produit du compost de qualité, mais l'inconvénient, c'est majeur, hein, c'est que si cette fermentation microbienne est mal maîtrisée, par exemple si ton compost est trop humide ou s'il est trop tassé, on va avoir des nuisances importantes, puisque à ce moment-là, les bonnes bactéries, celles qui pouvaient bien décomposer tes déchets, vont mourir. Et ce sont des mauvaises bactéries qui se développent en l'absence d'oxygène ou quasi-absence d'oxygène, qui vont prendre le relais. Et ce sont elles qui émettent des mauvaises odeurs, et en plus, elles n'émettent pas de montée en température, elles n'émettent pas de chaleur. Donc, ça tend à non seulement ça sent mauvais, mais en plus, la décomposition des déchets est ralentie. Voilà. Donc, dans le compostou, on a conçu le compostou pour qu'il y ait le maximum d'activité animale. Alors, comment? Tout simplement, le premier principe, hein, c'est d'éviter les montées en température pour que les animaux se sentent bien. On met davantage de broyat de branches, parce qu'en général, quand on composte correctement, on mélange biodéchets avec broyat de branches. Donc, on met un peu plus de broyat de branches pour avoir un milieu plus sec, plus structuré, donc plus aéré, ce qui évite les montées en température. Les animaux vont trouver leur nourriture, ils vont faire leur galerie, ça va contribuer à l'aération du compost, ça marche super bien. Le deuxième principe, c'est qu'on ne confine pas les biodéchets pour éviter cette montée en température, pour ne pas étouffer les animaux dans un milieu qui serait trop humide. On essaie de travailler en couche mince, comme en litière de forêt. En forêt, il n'y a jamais, en forêt française tempérée, il n'y a jamais plus de 50 cm de hauteur de litière. Donc on s'est fixé cet objectif. On a un composteur qui ne montera jamais à plus de 50 cm en hauteur de biodéchets, pour rester en couche mince. De cette façon, les animaux
peuvent facilement brasser le milieu. Ensuite, on demande aux utilisateurs de ne pas remuer de manière trop exagérée, trop profonde, pour ne pas perturber les animaux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils étalent les biodéchets, ils mettent un peu de broyage, qu'ils étalent à nouveau, et c'est tout. Voilà. Et donc le compost-tout, il est conçu pour être démontable, puisque tous les 6 mois, comme on est limité par cette hauteur de 50 cm, quand on est arrivé à la mi-hauteur du composteur, c'est le composteur que l'on va déplacer, on va le démonter, on va le remonter juste à côté, et le compost reste sur place. Voilà. Donc le compost-tout, c'est une innovation technique, il est breveté, il est fabriqué en Touraine, par une association locale qui s'appelle Entraide et Solidarité. C'est une association de réinsertion par le travail, des personnes qui ont un passé compliqué, on va dire ça comme ça. Et la prochaine génération de compost-tout va être fabriquée par ZAT, donc personnes en situation de handicap. Donc ce sera fabriqué par un ESAT et à l'échelle industrielle. Et en parallèle, on va le fabriquer aussi en chantier participatif. On va le fabriquer de manière très conviviale avec des bénévoles. Voilà. Il est en bois et la particularité finale du compost-tout, j'ai déjà fait très long, c'est qu'il n'est pas à vendre. C'est un compost-tout que l'on met à disposition avec une formule de location, maintenance, accompagnement des utilisateurs. Voilà. Parce qu'on s'est rendu... payer aussi le salaire de la personne qui vient s'en charger. Tout à fait. Tout à fait. En fait, j'ai lu, comme certains, les économistes un petit peu hétérodoxes qui recommandent de recréer des biens communs, de recréer des communs pour en finir avec ce monde capitaliste, ou en tout cas pour l'affaiblir. Il s'agit de reconstituer du commun, et les compost-tout sont une forme de commun. Plutôt que de vendre ce compost-tout à telle ou telle entreprise ou telle école, eh bien, on le loue. Ça reste la propriété d'une association à but non lucratif, et donc ça sert au maximum de gens. Voilà. C'est partagé, réellement partagé. Oui, d'autant plus que si jamais l'organisme, quel qu'il soit, ne souhaite plus l'utiliser, au moins il revient à l'association qui elle-même peut la redistribuer dans un autre organisme qui pourra de nouveau l'utiliser et éviter une nouvelle production du compost-tout. Exactement. C'est tout à fait ce qui nous a guidés, parce qu'on a observé dans certaines collectivités, il y avait des composteurs à l'abandon parce qu'ils avaient été installés à la demande d'une personne et cette personne étant partie, les suivants n'avaient pas voulu reprendre le flambeau. Et donc moi, ça m'est arrivé par exemple de récupérer un composteur installé par une mairie dans un camping municipal. Il était au plein milieu d'une grande aire de jeu. Il n'y avait rien dedans, quoi, rien. Il était juste posé à même l'herbe, quoi. Ouais, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser et de les laisser là, alors qu'il y a quand même des arbres qui ont été coupés, il y a quand même du travail qui a été réalisé, et donc voilà. Là au moins il est revalorisé, pardon. Tout à fait. Et puis en fin de vie, comme c'est du bois, en fin de vie, le bois pourri va être broyé et composté, et puis les vis seront recyclées. Et pour la nouvelle version de compost-tout, avant il était fabriqué en bois de palette, et là on passe sur quelque chose de plus qualitatif, on passe sur du sapin Douglas local, puisqu'il va être, ce sapin, il va être coupé en Indre-et-Loire ou en Sologne, donc pas très loin de chez nous. Ouais. Parfait. On essaye. Le français innovant. Bah oui, parce que tu sais, si tu inventes quelque chose dans ta vie, t'as pas forcément envie que ça parte, que ce soit fabriqué à l'autre bout du monde. Enfin, je veux dire, moi, je me suis dit forcément, ce truc, on l'a inventé en Touraine, on le fabrique en Touraine, ben, on l'utilise en Touraine. Et si un jour il y a des gens qui sont en dehors de la Touraine qui veulent l'utiliser, c'est pas un problème. On a une convention qui est prête où on expliquera aux gens comment fabriquer le compost-tout, comment l'utiliser, comment accompagner son utilisation, pour faire en sorte que des acteurs locaux s'autonomisent sur l'utilisation de cet objet. Il est plus intelligent, il me semble, de faire voyager des idées ou des plans plutôt que de faire voyager des palettes de composteurs.
Oui, tout à fait. Pour continuer avec les actions de l'association, est-ce qu'à l'avenir, vous avez d'autres idées, d'autres actions que vous souhaiteriez mettre en place? Quelles sont Oui. les perspectives d'avenir? Alors, on fourmille d'idées. Donc, une première idée qui va se concrétiser prochainement, c'est la collecte de biodéchets à vélo auprès des restaurateurs et cafetiers. D'accord. Donc on cible là une clientèle de professionnels, sachant qu'aucune collectivité en Indre-et-Loire n'a mis en place pour l'instant la collecte des biodéchets, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. On sera les premiers dans le département à mettre ça en place auprès des cafetiers et à vélo, de façon à limiter au maximum l'empreinte écologique. Et ça, c'est un projet qui est porté par un groupe d'adhérents et bénévoles de l'association qui ont réfléchi, ont incubé leur projet et qui sont allés trouver un partenariat avec la Tricyclerie de Nantes, qui est une association qui fait ce type d'activité à Nantes. Et ils ont bénéficié d'un financement participatif lancé par la Tricyclerie de Nantes pour financer la formation de ces personnes à cette nouvelle activité professionnelle et l'achat de matériel. Donc, dès qu'ils seront prêts, ils vont s'autonomiser, ils vont essaimer de l'association et ils pourront créer une petite entreprise dédiée à cette activité-là. On se conçoit bien en tant qu'incubateur de petits projets aussi, hein, modestement. Hein. On a un autre projet aussi qui a incubé chez nous avant d'essaimer, c'est le retour de la consigne sur les bouteilles. Donc la consigne, ça marche très bien, mais à l'échelle locale, il n'y a pas de pertinence à envoyer des bouteilles en verre à l'autre bout de la France. Mais en Touraine, nous produisons du vin, nous produisons beaucoup de jus de pomme aussi. Les bénévoles qui étaient intéressés par cette question-là ont réfléchi sur la mise en route d'un système de consigne sur bouteille plutôt de jus de fruits, de ce que j'ai cru comprendre. Parce que sur le vin, 60% de la production viticole en Indre-et-Loire est exportée. Donc, mettre une consigne sur un produit d'exportation, ça n'a pas de sens non plus. Du coup, ils vont peut-être mettre en place cette consigne sur du jus de fruits ou peut-être sur des bières artisanales. Ils ont essaimé, ils ont d'ores et déjà essaimé avec la création d'une association ad hoc qui s'appelle Reboot, une association pour la remise en route de la consigne. On va suivre évidemment et on va soutenir leur projet dans les mois qui viennent. On lance aussi une filière artisanale de production d'objets low-tech en lien avec une asso spécialisée qui s'appelle Low-Tech Touraine. On a sélectionné une petite dizaine d'objets simples à produire, simples à utiliser, pas chers à acheter non plus. Et cette filière pourrait être animée par des producteurs qui seront des personnes en situation difficile, des personnes à qui on va apprendre à fabriquer ces objets low-tech, à qui on va donner de la matière et du matériel, des matières premières et du matériel pour fabriquer ces objets. Et ensuite, ces personnes, avec ce petit coup de pouce, eh bien, elles pourront, si elles le souhaitent, démarrer une activité professionnelle, donc vendre ces objets qu'ils auront fabriqués artisanalement, ou alors simplement les fabriquer pour leur propre usage ou distribuer à des amis. Tu aurais un ou deux exemples pour dire à peu près ce que ça pourrait être ou... Ouais, tout à fait. On envisage par exemple de fabriquer des petits accessoires pour jouets de grandes marques, des accessoires qui seraient en bois ou en tissu. Donc, par exemple, des accessoires comme des petites catapultes en bois pour Playmobil, à l'échelle des Playmobil, ou des tables et placards pour des Barbie, par exemple. Un autre exemple, ce serait fabriquer des protège-selles de vélo en tissu imperméable recyclé pour protéger les selles des vélos de la pluie. Voilà, quelques idées d'objets simples à produire, simples à fabriquer, et on espère qu'ils trouveront leur clientèle. On va démarrer une étude de marché là. D'accord. Ouais, ça peut, voilà, comme ça, le fait d'avoir un peu quelques exemples, ça permet aussi voilà, de donner des idées de ce que ça peut être et potentiellement voilà, intéresser
des personnes qui pourront chercher ce type d'objets qui sont réutilisables et voilà, dans un Et modèle surtout, voilà, low-tech aussi, quelque chose qui soit simple à fabriquer avec des technologies rudimentaires. Un garde-manger, par exemple, on a mis ça dans la liste. Un garde-manger, c'est-à-dire un petit meuble, comme une petite armoire avec des portes grillagées, que ce soit bien ventilé. Ça permettra après à des gens de faire leur propre charcuterie maison, leur propre salaison, leur propre fromage, et de se passer, si c'est possible, du frigo pour un certain nombre d'aliments. Voilà. Un déshydrateur à fruits et légumes aussi. Voilà, des petits objets sympas. Ouais, on découvrira ça prochainement. Bien sûr, voilà. Et puis, je pourrais t'en citer encore plein des projets, on va s'arrêter là, mais on veut aussi, ce qui est important pour nous, c'est aussi aller encore un peu plus loin sur la collecte des biodéchets des particuliers. Et pour cela, on a inventé un nouvel appareil qui vient lui aussi d'être déposé en tant que brevet. C'est un appareil qui se présente sous la forme d'une tour et qui permettrait de collecter des biodéchets et des particuliers en bas d'immeuble, par exemple. Et là où il n'y a pas d'endroit où on met un composteur, on pourrait mettre ces genres de tours. Les gens mettraient leurs biodéchets dans ces tours et les biodéchets pourraient commencer leur phase de compostage dans des bacs hermétiques dans de bonnes conditions. Et ça, c'est pas facile à faire techniquement. Et ce qui fait qu'on n'aura besoin de venir qu'au bout de 4 semaines, de 2 à 4 semaines, collecter ces déchets pré-compostés. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un pré-composteur. Donc un nouvel appareil qui permettrait en fait de trouver sa place entre le composteur de bas d'immeuble, qui demande de la place et de l'accompagnement, et la collecte en porte-à-porte qui demande des camions qui passent tous les 2 jours. Là, on aurait une solution intermédiaire qu'on pourrait collecter à vélo une fois par mois avec un plateau remorque sans problème. Ça demande quand même beaucoup plus de gestion là pour le coup. Ouais, c'est plus de... Voilà, c'est gros projet. Donc, on vient de faire une demande de subvention à la région Centre-Val de Loire qui nous avait déjà bien aidé sur le compostou. D'accord. Voilà, parmi les différentes idées qu'on a, qui nous trottent dans la tête. Oui. Pour clôturer un petit peu l'interview, si des personnes veulent vous rejoindre au sein de votre association Zéro Déchet Touraine, que doit-il faire? Comment vous joindre? Comment venir participer? Tout simplement en nous envoyant un petit mail à contact@0déchettouraine.org. Donc 0 en toutes lettres, déchets sans S, puisqu'il y en a 0, et Touraine, tout attaché. En nous précisant le type d'action sur laquelle cette personne souhaiterait apporter son aide. Je précise que chez Zéro Déchet Touraine, on n'impose aucune limite ou aucun plancher de volume d'heures, par exemple, pour être bénévole chez nous. Donc on peut venir juste nous donner un coup de main pour tenir un stand pendant 1 heure. On peut nous accorder quelques heures supplémentaires, par exemple si on est intéressé pour rentrer dans la chaîne logistique de la filière low-tech, ou si on veut accompagner occasionnellement des composteurs, si on veut fabriquer des composteurs, c'est possible pour quelques heures ponctuellement. Et puis si des personnes veulent s'engager un peu plus sur le long terme à nos côtés, nous avons également des postes à pourvoir de coordinateurs de bénévoles, de responsables de matériel, responsables d'actions ponctuelles. Il y en a en fait il y en a pour tous les volumes horaires et il y en a pour toutes les compétences. Les personnes qui adorent la bureautique, je peux les faire travailler sur Excel pendant des centaines d'heures si elles veulent. Ceux qui adorent être au plein air, je peux leur proposer de la maintenance de compostou. C'est pas ça qui manque. Et des belles rencontres aussi. On fait des super rencontres au sein de l'association. C'est toujours super enrichissant en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Quel que soit votre âge, quels que soient vos talents, et Dieu sait si les gens en ont. Et parfois, il faut leur montrer les talents qu'ils ont.
Et il y a de la place pour tout le monde chez Zéro Déchet Touraine. On n'est absolument pas sectaire. Il faut savoir qu'on est aussi une association très féminine. Je ne suis absolument pas représentatif de l'association. C'est une association qui est à 70% constituée de femmes. Et généralement des femmes qui sont des mamans qui sont entre 35 et 45 ans. D'accord. Oui. Merci Sébastien pour cette interview et pour le temps que tu nous as accordé pour répondre à nos questions. Ben, merci surtout à vous pour tout votre soutien. Et puis, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes très, très utile. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, à bientôt. À bientôt.